Du coup, pour, commencer, donc, moi, je suis Alessandra, je suis la CEO de Bloomco. Aujourd'hui, j'ai demandé à Thomas, et Adrien d'intervenir avec moi pour ce webinaire. On va vous expliquer un petit peu, pourquoi, on a organisé ce webinaire et pourquoi on pensait que c'était important de vous parler de ce sujet. Pour rappel, le webinaire est enregistré, donc, vous aurez accès au replay également dans un deuxième temps. Je vous propose qu'on commence par un petit tour de table. Adrien, peut-être tu commences par te présenter? Alors Adrien, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu n'as pas dû activer ton micro. Non, on t'entend toujours pas. Et là? Ah oui, c'est ça, c'est le casque qui Ok, fonctionne bon, pas. c'était un problème lié au casque là. Bonjour à tous, je m'appelle Adrien, je suis consultant freelance, spécialisé retail, et j'interviens en ce moment pour un client de Bloomco sur un sujet de transformation digitale. OK, vas-y, Thomas, je te laisse, continuer puis je terminerai. Bonjour à tous, donc moi c'est Thomas, je suis le cofondateur de d'Emile, un organisme de formation en data analyse dont je vais vous reparler, je pense pendant le webinar. Et avant Emile, j'ai cofondé une startup qui s'appelle Shaper, qui est une application de networking que vous connaissez peut-être. OK, parfait, merci pour cette présentation. Et donc pour terminer, moi je suis ancienne consultante et aujourd'hui je suis la COO de Bloomco. Bloomco, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une communauté de consultants indépendants. Donc concrètement, on permet à nos consultants d'accéder à des missions chez nos clients, et dont Adrien fait partie. Il fait une mission avec un de nos clients depuis déjà quelques mois et on y reviendra aussi également. Je vais vous partager mon écran pour vous expliquer un petit peu, ce webinaire et peut-être pour commencer avant ça, vous expliquer un petit peu pourquoi on a organisé ce webinaire et d'où vient un petit peu, cette idée, de vous inciter à développer vos compétences en data analyse. Je vais vous raconter une petite histoire. Et il y a quelques mois, un consultant qui nous a contactés, chez Bloomco, pour, un déploiement d'outils dans le cadre de sa transformation digitale. Un déploiement d'outils qui, utilise de la data pour optimiser des, actions marketing, tout simplement. Et donc il souhaitait être accompagné par un chef de projet digital pour piloter ce déploiement. Et là, mon client a eu une phrase qui m'a beaucoup marquée. Il m'a dit, «Je veux un chef de projet, mais je veux aussi quelqu'un qui soit capable de mettre les mains dans la data sur Excel». Je cite, hein. Donc concrètement, quelqu'un qui soit autonome sur toute la gestion de projet, sur toutes les phases du projet, mais aussi, capable de mener en autonomie, de la data de l'analyse de données sans dépendre entièrement des équipes de data analyst. Donc ce consultant, c'était Adrien, qui a commencé, donc il pourra revenir un petit peu sur son expérience, de mission. Mais voilà un petit peu la genèse et donc c'est à partir de là que ma réflexion, a commencé. Au-delà de ça, en fait, au-delà de ce client-là, c'est une demande de plus en plus fréquente chez nos clients d'avoir des consultants qui sont des consultants métiers ou des consultants fonctionnels, mais qui ont une dimension technique, en fait, sur des sujets d'analyse de données simples. Au-delà évidemment, de cette première impression, chez nos clients, ce que j'ai évidemment confirmé, cette impression avec plusieurs études, que j'ai pu lire, notamment des études de l'APEC. Est-ce que c'est bon, vous voyez bien mon écran? Notamment une première étude de l'APEC. Entre 2017 et 2019, les offres d'emploi, hein, donc l'APEC, hein, c'est, les offres d'emploi pour des cadres. Il y a eu plus de 70 d'offres d'emploi pour des data analysts sur l'APEC en 2 ans et plus de 25 d'offres pour des chief data officers. Donc ça illustre bien la forte croissance des besoins en compétences sur ces métiers-là. Autre étude, qui a permis de confirmer ce premier constat qu'on avait chez nos clients, 47 des entreprises qui estiment que le manque de compétences en big data est un frein majeur à leur transformation, enfin, sur les sujets data. Et enfin, dernier chiffre, c'est le nombre d'entreprises qui ont recours à des consultants externes en big data, c'est 54. Donc ces 2 derniers chiffres sont des études de 2016. Donc 3 chiffres qui ont permis de confirmer, mes premières impressions sur, le fait que les compétences en data analyse devenaient de plus en plus indispensables sur le marché dans tous nos métiers et qu'il était temps qu'on s'en préoccupe, et enfin que certains de nos consultants, se forment sur ce sujet. Alors, concrètement, peut-être qu'on fasse un rapide aperçu, juste rapide définition. Qu'est-ce qu'on entend par données? Je ne vais pas rentrer dans des explications
très complexe parce que je ne suis pas experte en data, encore une fois. Juste vous expliquer un petit peu quelles sont les étapes en fait, qu'on va avoir dans une mission chez un client sur les sujets d'exploitation de la donnée et qu'on puisse ensuite être d'accord qu'on parle tous bien de la même chose. Concrètement, sur des données, on peut avoir 4 étapes, hein, de la collecte jusqu'à l'exploitation de ces données. La première étape, c'est de collecter ces données, de se poser la question: quelles sont les données? Qui s'en occupe? Où est-ce qu'elles sont stockées? Comment elles sont recueillies? Deuxième étape, c'est justement de les stocker, les stocker dans un format qui est exploitable. Est-ce que c'est des données qui sont brutes? Est-ce que ce sont des données qui sont transformées? Une fois que ces étapes-là sont réalisées, c'est analyser les données. Donc ça va être de l'analyse prédictive, c'est construire des algorithmes, des modèles de données. Et enfin, dernière étape, c'est exploiter ces données et les rendre exploitables par les équipes métiers. Et évidemment, tout autour de ça, on a des enjeux de cybersécurité, de protection et de sécurisation des données. Donc je suis désolée pour les experts data si je n'emploie pas les mots adéquats systématiquement. On est vraiment là sur une logique de vulgarisation. Et si je vous donne peut-être un exemple très concret pour que vous compreniez, hein, sur chaque étape de quoi il s'agit. Prenons l'exemple, par exemple, en tant que CEO chez Bloomco, j'ai envie d'analyser le nombre de candidatures qu'on reçoit chaque mois pour des consultants qui souhaitent rejoindre notre communauté. Donc, premier point, collecter les données. Comment je vais faire pour collecter les données? Par exemple, un formulaire d'inscription. Comment je vais les stocker? Par exemple, sous Excel, avec des filtres précis. Comment je vais les analyser? Je vais créer des tableaux croisés dynamiques pour connaître le pourcentage de consultants qui s'inscrivent chaque mois dans chaque catégorie d'expertise Bloomco. Et enfin, comment je vais les exploiter? Je vais faire des graphes que je vais présenter à l'équipe et puis on va décider d'ajuster notre stratégie d'acquisition de consultants sur telle et telle expertise, par exemple. Bon, là, je simplifie à l'extrême. On parle d'une start-up avec donc des données comme limitées, avec ces quelques centaines de lignes par mois, mais pas plus. Imaginez évidemment si on transpose ça sur des entreprises internationales avec des données qui ne se comptent plus en centaines de lignes, mais en milliers. Voilà un petit peu pour vous donner le contexte. Et concrètement, sur chacune de ces étapes, en fait, on va avoir des consultants différents et des experts différents qui vont intervenir. Première étape, on va avoir des experts à la fois techniques et des experts métiers. Deuxième étape, beaucoup plus d'experts techniques. Troisième étape, beaucoup d'experts techniques, mais aussi des experts métiers qui vont commander en fait ces analyses de données. Et dernière étape, à la fois des experts techniques et des experts métiers. On va y revenir justement sur cette notion expert technique, expert métier. C'est pour ça que je voulais qu'on soit alignés sur ces premiers éléments. Et pour terminer cette rapide introduction, se former à la data, en fait, on va avoir 3 stratégies possibles. Et nous, on va s'attarder aujourd'hui dans le webinaire sur les 2 dernières stratégies. Donc, je pense que c'est pour ça que vous êtes là. De toute façon, on vous avait bien expliqué avant ce webinaire quel était l'objectif. La première stratégie, en fait, c'est quelqu'un qui va se former à la data pour devenir un expert technique à 100%, pour devenir 100% un data scientist, 100% un data analyst. Aujourd'hui, ce n'est pas de ça dont on va se préoccuper, puisqu'en fait, pour devenir un expert technique vraiment à 100% pour en faire son métier, que ce soit une reconversion ou une formation initiale, c'est une formation qui est très longue, en fait. On ne peut pas espérer devenir expert en data, en tout cas un excellent expert, en 3 mois de formation, par exemple. Nous, on va s'attarder sur les 2 autres stratégies possibles. La deuxième, c'est de se former pour être en fait autonome sur des projets simples, sur des missions d'analyse simples. Et la troisième, c'est de se former pour rester un expert métier, mais pouvoir mieux accompagner des projets data, mieux travailler avec des équipes data. Voilà un petit peu pour cette rapide introduction. Thomas, tu me dis si j'ai oublié quelques éléments, Adrien également. Et puis sinon, Thomas, je te laisse prendre le relais pour nous expliquer un petit peu comment ne pas se tromper quand on décide de se lancer dans le développement de ses compétences en data. Merci Alexandra. C'est très clair. Alors, pour développer ses compétences en data, je vous parlerai un petit peu d'Emile au fur et à mesure, mais il y a déjà 3 erreurs à éviter. Finalement, la première et la plus commune, c'est de confondre data science et data analyse. En fait, pour simplifier, il y a deux visions qui permettent de différencier ces 2 pratiques. La première, c'est le passé et l'avenir. En fait, pour simplifier, la data analyse, on va plutôt être dans de l'expertise a posteriori. Voilà, donc on va analyser ce qui s'est passé sur un site internet, ce qui s'est passé. C'est vraiment l'analyse de données que vous connaissez tous et que vous pratiquez tous en faisant de l'Excel déjà, puisque en fait, quand on manipule des données sur un Excel, on fait déjà de la data. Il ne faut pas
rendre la data plus belle qu'elle n'est et plus compliquée qu'elle n'est. Et ensuite, il y a les gens qui sont tournés plutôt vers l'avenir, donc ça va être la data science et ça va être toutes les pratiques qui vont tenter de prédire des comportements basés sur des données passées. C'est tout le buzz en ce moment autour des notions de machine learning, d'intelligence artificielle et ce genre de choses-là, c'est de la data science. L'autre grande différence entre les deux pratiques, c'est que la data science, c'est très orienté mathématique et technique, puisqu'un data scientist, il va écrire des algorithmes et il va aussi les mettre en production. Donc, il y a vraiment une notion technique assez forte. Là où un data analyst, c'est plus un artisan, c'est quelqu'un qui va certes faire des langages, on va y revenir, mais c'est aussi quelqu'un qui va beaucoup utiliser des outils et des soft skills pour mener ses analyses. Comme l'a dit Alessandra aussi, c'est très compliqué de se reconvertir en data, sauf à y passer énormément de temps, évidemment. Enfin, vous voyez, un data scientist junior, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait 5 ans d'études d'ingé. Donc, pour rattraper son retard avec quelqu'un qui fait 5 ans d'études d'ingénieur, il faut évidemment y passer aussi beaucoup de temps et il faut beaucoup pratiquer. Ça, j'y reviendrai. Le parti pris d'Emile et notre vision du marché, c'est qu'il n'y a pas besoin de passer 400 heures pour pouvoir parler data avec des experts data et pour pouvoir aussi faire des analyses dans le cadre de son métier. Emile, par exemple, c'est un format de 45 heures en part-time, donc les soirs en semaine. Et ça, c'est complètement c'est suffisant pour vraiment développer une nouvelle compétence dans le cadre de son métier. On ne fait pas de vous des experts en data, c'est-à-dire on ne fait pas de vous des data analysts. Par contre, à la fin de la formation, vous pouvez manipuler de la data dans le cadre de votre activité et discuter et mener des projets data. Enfin, la data analyse, puisque c'est celle qui nous intéresse, c'est beaucoup de pratique, puisque c'est beaucoup d'outils et beaucoup de savoir-faire. Et donc, il vaut mieux commencer tout de suite avec un objectif précis qui va vous permettre de pratiquer ce que vous apprenez au fur et à mesure, plutôt que de rester dans un cadre très théorique. Concrètement, quand on veut se former à la data analyse donc, et quand on veut progresser dans ces sujets, il y a différentes choses que vous pouvez regarder. Déjà, évidemment, la base, et je pense que vous êtes déjà tous très au fait de ces outils, c'est de maîtriser la logique des tableurs. Alors, pourquoi c'est important? Déjà parce que, ça vous permet de faire de la data. Avec Google Sheets, qui a des fonctions spécifiques, vous pouvez même automatiser du dashboard du moment que vous ne manipulez pas des dizaines, enfin des centaines de milliers de lignes, on va dire. Et surtout, c'est hyper important parce que si vous maîtrisez les logiques des tableaux croisés dynamiques, eh bien, vous pourrez plus facilement passer aux outils de visualisation, puisque un outil de visualisation, c'est un outil de dashboarding qui vous permet de manipuler des gros volumes de données et qui vous permet aussi d'ajouter beaucoup d'interactivité dans vos dashboards. Donc, c'est hyper intéressant quand vous partagez des dashboards avec vos équipes. Et en fait, les outils de visualisation, ils reposent tous sur la logique du tableau croisé dynamique, d'où l'intérêt de maîtriser les tableurs avant. Important aussi de maîtriser les tableurs, c'est pour toutes les logiques de recherche V, parce que la logique de la recherche V et de l'index match, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est la base du SQL et des jointures. Voilà. Donc, maîtriser un tableur, c'est bien pour démarrer. Les outils de visualisation pour pouvoir faire des dashboards avec des gros volumes de données, les partager avec Google Data Studio qui est gratuit, c'est hyper intéressant. D'un point de vue langage informatique, le SQL, qui reste le langage de base de la data analyst pour requêter des bases de données relationnelles, voilà, qui est vraiment abordable pour un langage. Pour ceux qui sont très motivés, le Python, qui est le langage de base de la data et de la data science. Et enfin, pour la partie écosystème, il faut beaucoup, en fait, pour travailler sur de la data, il faut comprendre beaucoup les outils qu'utilisent les entreprises. Ça, Adrien, je pense qu'il en reparlera. Et le niveau évidemment avancé, c'est d'être capable de soi-même implémenter des architectures data pour ses clients. Petit bonus que que Alessandra a mis en dessous, il y a de plus en plus d'outils qu'on dit no-code ou low-code dans la data, qui donc, le parti pris, c'est de permettre à des profanes, enfin des non-techniques en tout cas, de pouvoir faire des opérations relativement compliquées dans un cadre prédéfini. Les plus connus restent Zapier pour de l'automatisation, Airtable pour de la création de bases de données relationnelles et N8N pour de l'automatisation un peu plus avancée. Voilà, ces outils-là aussi, ils sont très abordables sans faire des formations de 300 heures. Merci, merci Thomas pour, cette première intro et du coup, Adrien, je te propose, de terminer, en nous, expliquant un petit peu, ton parcours, ce que tu as fait. Ah pardon, avant ça d'ailleurs,
Avant ça, je voulais partager trois exemples d'usage de compétences data en mission, avant que tu nous donnes ton exemple à toi, Adrien, justement. Un premier exemple dont tu as beaucoup parlé, Thomas, c'est celui de piloter son activité. Dans tout métier, en fait, hein, qu'on soit directeur financier, manager, que ce soit du marketing, de la supply, de l'orga, on va avoir besoin, en fait, de piloter son activité, de connaître les délais de livraison, par exemple, si on est en supply chain, de connaître l'impact de ses campagnes médias et donc d'analyser de plus ou moins grandes quantités de données en autonomie. Et ça, c'est ce que permet la data analyse, en fait. Ça permet d'être capable de créer, enfin, en fait, d'analyser les données qu'on a dans son activité au quotidien sans avoir recours à des équipes externes de data analystes et surtout en les rendant intelligibles aussi pour toute l'équipe grâce aux outils de data visualisation dont parlait Thomas. Deuxième cas qu'on voit beaucoup, nous, en mission aujourd'hui, et je pense que c'est ce qui représente aussi beaucoup la mission d'Adrien aujourd'hui, c'est pour déployer des projets en data et en digital. Chez Bloomco, on a accompagné et on accompagne toujours d'ailleurs beaucoup de sujets de transformation digitale et de transformation de data chez nos clients. Et ça reste vraiment un prérequis en fait pour beaucoup de clients d'avoir des consultants qui ont déjà une expérience en data analyse pour pouvoir mieux comprendre en fait les enjeux des métiers, des métiers de la data, pardon, les enjeux aussi du projet et c'est aussi des logiques d'acculturation tout simplement. Et en fait, pour pouvoir faire de la conduite du changement sur ce type d'outils, c'est indispensable d'être capable de s'approprier soi-même l'outil, donc d'avoir en amont les réflexes nécessaires en matière de data analyse notamment. Et enfin, dernier élément, dernier cas d'usage, c'est pour collaborer avec des experts data ou pour les manager. Si on travaille par exemple avec des prestataires data, moi j'ai vu certains de mes clients qui travaillaient avec des prestataires data depuis des mois et qui n'avaient absolument aucune idée si leur roadmap était cohérente ou pas par rapport à ce qui fait sur le marché. Et en fait, avoir un minimum de connaissances en data analyse, ça permet aussi de challenger ces équipes et du coup de mieux performer sur ces projets. Et également, dernier avantage, pour recruter des experts. Si on veut recruter des consultants, par exemple pour créer une équipe data, bah, en fait, avoir des connaissances minimales, bah, justement, rien que de connaître en fait, hein, les différents langages, les différents outils sans être expert sur ces outils-là, ça permet d'avoir des conversations beaucoup plus approfondies sur du recrutement ou sur du management d'experts. Voilà pour ces 3 cas d'usage et du coup, je vais laisser cette fois Adrien développer l'un de ces cas et nous expliquer un petit peu son parcours, qui, Adrien, je le précise, n'est pas du tout un consultant technique à la base. Alors, merci Alessandra. Effectivement, je suis pas du tout un consultant technique et je peux même, là, il y a un petit résumé de mon parcours, mais je tiens juste à préciser en plus que je suis même pas matheux, je suis pas du tout ingénieur ou quoi que ce soit. Je suis un littéraire avant de rentrer à l'ESCP. Donc, mes notions autour des chiffres sont assez loin théoriquement. Et donc, j'ai commencé après le SCP par travailler en tant que directeur de supermarché pour l'enseigne Simply Market qui appartient au Auchan. Et après ces missions très terrain, je suis passé de l'autre côté, donc en tant que consultant retail au sein des équipes Bearing Point. Et là, j'ai eu mon premier contact avec un sujet data. Encore une fois, c'est à chaque fois que je suis entré dans un sujet data, j'avais jamais en tête, c'est un sujet data. J'ai plutôt, je rentre toujours par la clé d'entrée qui est le métier. Donc là, pour Bearing Point, j'ai travaillé pour l'entreprise Sephora sur un sujet de master data management. Donc, je n'avais aucune notion de master data management, mais j'avais une bonne compréhension de ce à quoi ça peut servir, c'est-à-dire comprendre que si on a des données plus précises autour de nos produits, on va pouvoir être plus précis sur les commandes produits, sur les relations qu'on a avec les fournisseurs, sur la rapidité aussi, et c'est ça qui est un point clé pour Sephora, la rapidité à lancer des nouveautés, notamment pour le maquillage. Donc, le fait de comprendre à chaque fois les problématiques techniques, les problématiques métiers, pardon, avant de comprendre comment on travaille avec les équipes techniques autour de la data, c'est toujours la raison pour laquelle j'interviens sur ces différentes missions. Et c'est là que j'ai commencé en fait à vraiment rentrer dans le sujet data. C'est avec cette mission chez Sephora. Et donc, j'ai au quotidien, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui chez Pernod Ricard, parce que je peux le citer, vu que Alexandre Ricard a parlé de la mission Matrix dans Capital récemment.
le sujet à chaque fois, c'est que on me demande de m'asseoir à côté des équipes métiers et aussi des équipes techniques et d'être capable de discuter avec les deux. Donc, avec cette première mission chez Sephora, j'ai commencé à vraiment rentrer dans des fichiers Excel avec énormément de lignes. Quand je suis passé ensuite sur un sujet pour Carrefour, et là, j'ai commencé à cruncher des bases de données qui étaient beaucoup plus grosses que ce qu'un tableur Excel peut supporter. Donc là, j'ai travaillé pour la première fois avec des data scientists pour manipuler notamment, par exemple, la base de données INSEE sur les entreprises recensées donc sur tout le territoire français. Et donc là, j'ai commencé à comprendre comment on construisait un cube de données, qu'est-ce qu'il y avait derrière la logique de travail d'un data scientist, donc avec les équipes de data science de Bearing Point. Et donc, en ayant ça en tête, j'ai eu finalement ce qui était attendu par Bloomco et par Pernod Ricard. J'ai eu les qualités attendues pour monter sur ce projet Matrix, qui est maintenant connu de tous, qui est un sujet où on va chercher à récupérer énormément de données sur nos investissements marketing et le chiffre d'affaires généré par Pernod Ricard. Et donc, on va aller cruncher énormément de ces données pour pouvoir prédire en fait l'efficacité des campagnes futures. Et donc là-dessus, mon travail au quotidien, donc sur ce sujet, ça a été de rentrer dans les données moi-même donc avec les connaissances que j'ai d'un tableur Excel, puisque ce sont des connaissances que j'ai pu développer grâce à mes missions chez Bearing Point puis pour Carrefour. Et donc, c'est cruncher les données moi-même et ensuite travailler main dans la main avec l'équipe Data Science pour partager finalement la compréhension des sujets métiers avec eux. L'objectif, c'est d'être 100% transparent avec le Data Scientist pour qu'il s'acculture du coup à ces problématiques métiers et de rester constamment lié à l'équipe Data Science pour que toutes les problématiques métiers soient exactement connues par l'équipe Data Science. Et moi, dans l'autre sens, bah, je comprends en travaillant avec l'équipe Data Science petit à petit quels sont les sujets finalement qui vont driver leurs actions et comment je peux leur être utile dans leur travail au quotidien. Donc, à chaque fois, c'est en étant le point de contact entre le métier et l'équipe data que j'ai pu me forger petit à petit cette compétence autour de la data. Et aujourd'hui, j'ai pu remarquer donc, dans le développement de mon activité de consultant indépendant que depuis que je suis en mission pour Pernod Ricard sur ces sujets, j'ai rarement été autant démarché que ce soit par des grands cabinets type Accenture ou autres, ou par des entreprises directement pour des projets en freelance. Donc, je vois que au-delà donc ça vient confirmer les chiffres que montrait Alessandra au début. C'est en développant ses capacités et en restant un consultant métier, clairement, j'arrive dans une cible qui est exactement celle dans laquelle on a énormément de missions qui tombent en ce moment, notamment dans le retail. Donc, je voulais faire un petit peu court sur le parcours, mais ce qu'il faut retenir, c'est que je suis absolument pas un consultant data ou quelqu'un qui rentre par la connaissance des chiffres, mais j'ai à chaque fois été recruté pour la connaissance métier et j'ai développé cette capacité data plutôt niveau 1, si on se réfère à ce que montrait Thomas juste avant, qui permet de comprendre quelles vont être les problématiques des équipes data et qui me permet aussi de leur expliquer ce dont ils ont besoin sur la compréhension des problématiques métiers. Ok, merci beaucoup Adrien pour ce partage d'expérience. Et effectivement, je rebondis sur ce que disait Adrien, sur le fait qu'il est beaucoup plus sollicité aujourd'hui depuis qu'il a développé ses compétences. Ça ne m'étonne pas du tout, puisque nous, ce sont des compétences que nous demandent de plus en plus nos clients, encore une fois. Maintenant, si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Je vous propose de poser vos questions directement sur le chat, sur la conversation de groupe. Je ne sais pas si vous y avez tous accès, c'est juste en bas. Je vous ai envoyé un petit message tout à l'heure et je vous laisse nous poser des questions. On sera ravis d'y répondre. N'hésitez pas à préciser si vous souhaitez que ce soit l'un de nous trois en particulier qui réponde. Et peut-être, moi, j'ai une question d'ailleurs pour commencer pour Thomas. Thomas, tu l'as abordé assez rapidement. Peut-être est-ce que tu pourrais revenir un petit peu plus en détail sur ce que fait Émile et notamment sur le fait que vous travaillez uniquement sur des données réelles en fait.
Ouais, tout à fait. Donc, comme je l'ai dit en toute introduction, Emile, c'est un organisme de formation en data analyse. On a deux particularités sur le marché des formations en data. La première, on en a parlé plusieurs fois avec Alessandra, mais c'est que nous, on n'est pas un programme de reconversion. Voilà. On est vraiment un programme qui est destiné à tous les métiers qui ont une composante data et on aide ces gens à devenir meilleurs en data. Donc, nous, on a travaillé avec un consultant Bloomco qui a fait donc notre formation, mais on travaille beaucoup avec des product managers, des gens qui travaillent au marketing, des entrepreneurs dans le digital, puisque notre vision à nous, qu'on remet dans notre manifeste, c'est un peu que la data, c'est le nouvel anglais. C'est-à-dire que dans les années 80, c'était bien de parler anglais pour trouver un poste ou pour trouver une mission en France, mais c'était un nice to have. Alors aujourd'hui, maintenant, c'est pour beaucoup, beaucoup de métiers, c'est impossible de rentrer si vous ne savez pas parler anglais, au moins d'un niveau professionnel. Et notre vision avec mon associé, c'est que ça sera la même chose avec la data bientôt, puisqu'il y a de plus en plus de métiers où c'est partie prenante. Le métier va travailler en marketing ou en produit et les gens ont besoin ensuite d'avoir un petit vernis data pour pouvoir faire des analyses simples. Alors, faut clairement pas faire des analyses prédictives, mais être capable d'analyser le fruit de son travail, le fruit du travail de ses équipes en autonomie. Voilà, ça c'est hyper important. Et donc, nous, on forme tous ces gens qui veulent passer ce pas-là et qui veulent devenir autonomes sur la partie data de leur travail. L'autre particularité de notre formation, c'est qu'on est la seule formation où vous apprenez sur des vraies données de start-up françaises. Voilà, donc la particularité, donc ce que je disais aussi en introduction, c'est que la data analyse, c'est en fait beaucoup de pratique. Et donc, pour vous permettre de vraiment apprendre et que ce soit vraiment ancré dans votre quotidien, toute notre pédagogie, elle est construite autour de data case. Donc, c'est des entreprises partenaires. On a des partenariats avec Job Teaser, qui est une boîte du Next 40, avec Ornicar, là, qui vient de lever 100 millions pour faire de l'auto-école, pour uberiser un petit peu l'auto-école, Shaper, ma première entreprise. Et quand vous apprenez chez nous à faire du SQL ou à faire de la visualisation, vous faites ça sur des vraies données de vraies startups qu'on a anonymisées. Et donc, à la fin de la formation, contrairement à d'autres formations qui peuvent être un peu plus théoriques, quand vous sortez de la formation, quand vous avez un dataset dans le cadre de votre mission ou de votre métier, vous aurez aucun dépaysement puisque c'est totalement ce que vous avez vu pendant la formation. Ok, merci Thomas. Et du coup, peut-être une question, je pense que ça va être plus pour toi aussi. C'est quoi, à ton avis, aujourd'hui, les métiers non techniques pour lesquels on a le plus besoin d'avoir ce type de compétences de data analyse? Ouais, ouais. Ou concrètement, c'est vrai que là, on parlait beaucoup du fait que c'était un nice to have, mais du coup, dans quel métier c'est un must have en fait? Nous, les métiers qui viennent le plus souvent se former chez nous, c'est donc les métiers du marketing, de manière générale, vraiment beaucoup, puisque en fait, le marketing de tout temps, il se basait sur les chiffres, mais avec maintenant le marketing digital où tout est mesuré, finalement, la composante analyse, elle est vraiment extrêmement importante pour mesurer l'impact de ces actions. Donc, marketing au sens large et plus précisément aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le growth marketing. Donc, tout ce qui va être dans des logiques de croissance assez fortes dans des boîtes technologiques. Ça, c'est les premiers métiers chez nous. Deuxième métier, c'est product. Donc, le product ou project management. Donc, tous les gens qui vont gérer des projets techniques. Et là, il y a deux use cases sous-jacents. Premier use case, c'est je suis product manager d'une équipe, on met en place de nouvelles choses dans notre produit digital, on doit mesurer l'impact de ces nouvelles choses qu'on met en place. Donc, on a besoin d'être autonome sur la partie analyse de données. Typiquement, vous faites un A/B test de votre parcours d'inscription sur votre site internet. Derrière, c'est de la data analyse finalement pour mesurer euh, qui du chemin A ou du chemin B a mieux performé. Ça, c'est le premier use case. Le deuxième use case, c'est pour mieux interagir avec les équipes data, puisqu'il y a de plus en plus d'équipes data dans les entreprises. Je pense que vous le voyez tous au quotidien. Il y a même un nouveau métier qui est en train d'émerger qui s'appelle le Data Product Manager, qui est en fait un product manager qui est dédié au sujet data d'une entreprise. Voilà, et donc là, comme tout product manager, son rôle, c'est d'être l'interface entre la partie plus business et la partie plus technique d'une entreprise. Et donc, il y a beaucoup de gens aussi qui font cette formation pour ça. Et si je peux juste rajouter un tout petit point pour faire le lien avec ce que tu dis, Thomas. Moi, ce que j'ai pu voir, que ce soit chez Sephora, Carrefour ou encore Pernod Ricard, c'est que effectivement, tu parlais des métiers du marketing. Je sais que moi, en tant que consultant, je venais avec des sujets entre guillemets un peu chiants, c'est-à-dire d'être précis dans les données qu'on utilise.
Mais demain, on ne pourra, enfin, vu la direction qu'on prend, on ne pourra plus faire du marketing sans avoir une logique d'être précis dans les données qu'on utilise. Parce que on est dans un monde de plus en plus compétitif, et donc toutes les campagnes qu'on va mener, on aura une logique de ROI qui est de plus en plus forte, et il faut être capable de donner des analyses précises et non plus juste du gut feeling sur les décisions qu'on prend en marketing. Après, il y a une question qui est posée ici, je pense que je te laisse répondre, Thomas, sur les outils. Ouais. Alors c'est vrai que le marché des outils de data visualisation est très riche, effectivement, Thérèse. Et il y a beaucoup d'outils. Si vous deviez choisir un ou deux outils de visualisation, enfin moi je pense qu'il y en a trois un peu majeurs quand même en termes de part de marché. C'est déjà Google Data Studio, donc, qui fait partie de la suite Google. Pour vous donner un ordre d'idée, je sais que Chanel, par exemple, qu'on ne peut pas targuer d'être une boîte technologique, Chanel est en train de passer sur une partie de ses projets sur la suite Google, donc le data warehouse de BigQuery. Et donc, le Google Data Studio, c'est le meilleur outil de visualisation pour se brancher sur un écosystème Google qui est de plus en plus répandu. Et il est gratuit et il est relativement simple de prise en main, je trouve. Alors, il peut y avoir quelques problèmes d'incompréhension, mais en tout cas, il se prend assez vite en main. Les deux autres outils qui sont les plus importants, c'est en dessous, c'est Tableau et Power BI. Alors, Tableau, c'est clairement l'outil majeur de visualisation, c'est l'outil le plus connu. Tableau a été racheté il y a très récemment par Salesforce, que vous devez tous connaître. Donc, voilà, je pense que Salesforce, avec leurs équipes de commerciaux, ils vont continuer à répandre Tableau dans énormément d'entreprises. Le gros problème de Tableau, c'est son coût, qu'il est très cher. Alors, il y a des versions d'essai, mais elles sont, comme leur nom l'indique, c'est des versions d'essai, donc vous ne pourrez pas vraiment faire tout ce que vous pourriez faire avec une version payante de Tableau, qui est relativement chère, hein. Le coût d'entrée de Tableau pour une seule licence, ça va être 3 000 € à l'année déjà, à peu près. Et Tableau, c'est un peu plus lourd à prendre en main. En revanche, là, les possibilités sont infinies en termes de visualisation. Enfin, c'est vraiment l'outil le plus complet. Power BI ensuite, évidemment, puisque Power BI, c'est la suite Microsoft. Donc, comme j'imagine que vous travaillez beaucoup avec des entreprises qui sont équipées Microsoft, là, ça facilite énormément les choses. Le gros problème de Power BI, c'est que Microsoft a choisi d'utiliser son propre langage pour requêter les données. Ça s'appelle le langage DAX. Et donc, c'est un langage qui est très spécifique en fait, à Microsoft que vous ne pouvez pas réutiliser ailleurs. Donc, en fait, il y a un coût d'entrée sur Power BI qui est non négligeable. Maintenant, c'est la suite Microsoft. Donc, très répandu aussi dans beaucoup d'entreprises. Et peut-être sur la data visualisation, moi j'ai une question supplémentaire peut-être un peu naïve. Si on se dit que je veux mettre en place un outil pour permettre à mon équipe, par exemple, de manipuler la donnée, un outil justement de data visualisation, mais qui va être très simple d'utilisation pour d'autres personnes que la personne qui l'a mise en place. Je ne sais pas si c'est très clair comme question. Qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que ça, on peut le faire avec Google Data Studio, justement? Alors, je pense que oui, mais il y aura une vraie formation à faire quand même pour les équipes, Ok. pour qu'elles puissent être capables de le manipuler. Après, en fait, la data, et souvent la data visualisation, c'est un peu ce qui se passe dans les coulisses qui va permettre aux gens de pouvoir facilement utiliser la donnée. Finalement, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont vers un modèle qui s'appelle le self-BI, donc pour Self-Business Intelligence. Et donc là, l'ambition de l'entreprise, c'est carrément d'acculturer à tel point les équipes métiers et de leur mettre en place une architecture data qui est tellement robuste qu'à la fin, toutes les équipes métiers sont autonomes sur leurs analyses quotidiennes. Et les data analysts, ils vont simplement travailler sur les projets data à très forte valeur ajoutée. Voilà. Contrairement aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu dans des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui où le data analyst, en fait, c'est quelqu'un qui va recevoir des dizaines de tickets Jira où on va lui demander est-ce que tu peux me faire tel extract de la base de données? Est-ce que tu peux me faire tel dashboard de la base de données? En fait, alors déjà, pour les pauvres data analysts, c'est horrible comme vie, concrètement, parce que l'intérêt intellectuel pour eux, il est relativement réduit. En plus, c'est hyper dommage pour une entreprise, d'un point de vue de la productivité générale, parce que c'est relativement simple, finalement, pour des gens qui ne sont pas data analystes, d'apprendre à faire ça. Voilà. Et donc, pour te répondre, Alessandra, en fait, il y a des outils nouveaux qui sortent, comme Looker, que je n'ai pas mis ici, qui a été racheté par Google un peu plus de 2 milliards il y a 2 ans maintenant, qui en fait permettent carrément à des gens qui ne maîtrisent pas SQL de faire eux-mêmes leur dashboard en expliquant un petit peu au logiciel, j'aimerais voir mes ventes
aux États-Unis mois par mois. Et en fait, l'outil est suffisamment puissant pour traduire la demande en fait, de la personne métier en requête SQL. Voilà. Donc ça, c'est hyper fort, c'est hyper puissant. Le problème de ça, c'est que ça demande un énorme coût de mise en place en fait, en amont. Parce que pour que Looker puisse faire un petit peu sa magie comme ça, il faut que les équipes data avant aient vraiment pré-cleané, préparé toute la donnée. Et ça demande un gros investissement humain. Ok, merci. Pour terminer sur les outils, Eric qui te demande aussi, pour ceux qui veulent s'auto-former, quelles sont les priorités en termes de compétences de logiciels pour compléter son offre de service? Bon, du coup, je pense qu'effectivement, on avait cette slide sur tous les outils, mais ça fait quand même beaucoup d'outils. Ouais, Donc, bien sûr. Alors, pour s'auto-former, alors, bon, clairement, maîtriser les tableurs, ça c'est indispensable, je pense, mais au-delà de parler de data analyse, je pense que vous l'utilisez déjà très régulièrement. Moi, je choisirais un outil de visualisation. Et si je devais choisir, je choisirais soit Google Data Studio, soit Tableau. Voilà. Tableau parce que c'est quand même, je pense, celui qui a la plus grosse part de marché. Et Google Data Studio parce que il a le vent en poupe et il est gratuit. Donc, si vous arrivez chez un client qui vous demande de mettre en place des outils, vous pouvez facilement lui recommander. C'est hyper simple. Voilà. Et ensuite, je m'attarderai sur du SQL seulement. J'oublierai Python. Trop compliqué. SQL, ça se prend facilement en main, je pense, avec un petit peu d'effort en autodiscipline, on va dire. Et je me renseignerai surtout beaucoup sur tous les outils. Là, c'est la dernière brique. Voilà, sur maîtriser vraiment qu'est-ce que c'est qu'un data warehouse, quels sont les data warehouses les plus utilisés sur le marché, pourquoi les mettre en place, pareil pour les data lakes, les ELT, juste pour être capable de communiquer avec des équipes data. ok. Mais on ne peut pas vraiment se former sur ce dernier volet. C'est-à-dire que si vous voulez vous former sur mettre en place un data warehouse, des ETL, un data lake, là, il faut vraiment y passer tout son temps. Enfin, il faut y passer beaucoup de temps. Plus de la culture générale sur ce dernier volet. Ouais, moi, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais j'ai jamais mis en place un data warehouse, par exemple. Voilà. Mais je pourrais complètement travailler avec une équipe data qui souhaite mettre en place les choses. Ça, vraiment sans aucun problème. Yes. Adrien, tu allais compléter quelque chose peut-être? Non, non, je voyais une question de Thérèse Ah oui. sur enfin, Ah oui, mais- donc je la lis pour que tout le monde entende. Est-ce que tu vas continuer à développer tes compétences en data pour faire des missions de plus en plus techniques ou est-ce que tu vas rester sur des missions métiers? Alors, je compte rester sur des missions métiers, mais je comprends, enfin, comme c'est le cas sur toutes les missions que j'ai réalisées pour l'instant, mais je compte garder du coup effectivement les connaissances que j'ai sur la data pour mes projets perso et puis même pour être plus efficace sur les futures missions que j'aurai, mais je reste un consultant métier, pas un consultant data. Ok, donc c'est bien une compétence complémentaire à ajouter sur son Ouais. CV et pas une reconversion. Exactement. Et la compétence principale que j'ai, c'est la connaissance des métiers autour du retail et de la grande conso côté marketing. Si on parle d'un point de vue attractivité de CV, d'un point de vue très commercial, très employabilité, en fait, Adrien, il a vraiment intérêt à garder cette compétence supplémentaire, mais en gardant une base de consultant métier, consultant retail, en digital, parce que en fait, il est expert depuis 8 ans déjà sur ces sujets-là, alors que s'il passe vraiment sur une expertise technique et qui développe de plus en plus une compétence technique, et qui devient data analyst, par exemple, à 100%, en fait, il sera junior en data analyst. Donc, si on parle de TGM, si on parle d'attractivité du CV, ce sera beaucoup moins attractif. Et ça, il faut l'avoir en tête aussi, c'est qu'il y a un petit peu un mythe qui existe autour de la reconversion. Et en réalité, nous, ce qu'on constate chez nos clients, c'est qu'un profil qui a fait une reconversion en data analyst ou data science, par exemple, est souvent moins recherché, moins apprécié par les clients qu'un profil dont c'est la formation initiale. Donc, à garder en tête aussi. Et puis après, bon, évidemment, sauf si c'est votre passion et que vous voulez absolument devenir expert sur ces sujets-là, bien sûr, je ne vais pas vous dire de ne pas vous reconvertir si c'est votre passion de faire de la data analyse et de la data science. Eric qui demande, est-ce que vous sentez une montée de la demande sur des métiers de type chef de projet MOA ou product owner dans les data? Si oui, quels sont les types de missions? Oui, tout à fait. Alors, chef de projet MOA en data, non. Je
je n'ai pas en tête récemment. En revanche, Product Owner Data, oui, oui, oui. Beaucoup de demandes sur ces sujets-là. En fait, c'est tout simple, hein. De plus en plus de clients font des transformations data. Or, ils ont besoin de Product Owner et ils ont besoin du coup de Product Owner sur ces sujets data. Les projets dont parlait Adrien, lui, il intervient plutôt en tant que chef de projet sur du déploiement, mais on a aussi il y a aussi des Product Owners, hein, qui interviennent sur ces projets. Et au-delà d'ailleurs de Product Owner Data, simplement des Product Owners, en fait, sont des métiers qui sont de plus en plus demandés et qui sont, je ne vais pas dire rares, mais en fait, il y a un petit peu de tout en Product Owner. C'est pareil, hein, c'est comme pour des data analystes. Il y a un petit peu de tout et donc des profils qui ont à la base une expertise métier et qui ajoutent aussi une compétence en product owner et donc un peu la capacité de faire le pont entre les deux sont assez rares. Pourquoi aussi? Parce qu'en fait, un client qui dit product owner, on s'attend à ce qu'il travaille en mode agile. Or, en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, selon la maturité du client en mode agile, product owner, ça peut vouloir dire justement chef de projet MOA ou bien juste chef de projet. Et donc, effectivement, avoir product owner comme compétence complémentaire et pas forcément comme expertise initiale, ça peut être aussi un bon outil pour déployer l'attractivité de son profil et du coup pour trouver plus facilement des missions. Je ne sais pas, Thomas, peut-être si tu veux compléter sur cette question. Non, bah, vous connaissez beaucoup mieux le milieu du conseil en tout cas que moi. Moi, en tout cas, je vois clairement la population de product qui sent le besoin de se former sur les sujets data pour les raisons que j'avais évoquées et que vous avez évoquées à l'instant. Nous, c'est clairement une vraie population chez nous. Ouais. Et du coup, Thomas, en quoi Google Sheet est plus avancé qu'Excel? Alors, je sais que c'est limite le débat chocolatine pas au chocolat, hein, Excel, Google Sheet aujourd'hui. Donc, Google Sheet, de mon point de vue, il est plus avancé pour une raison assez simple. C'est que Google Sheet, il a été créé dans le cloud par Google. Enfin, vous l'avez tous déjà vu. Contrairement à Excel, qui est un logiciel hyper puissant, mais qui a été conçu d'abord dans une vision desktop. Et donc ça a deux implications. La première, c'est que Google Sheet, c'est beaucoup plus pratique pour faire du partage. Donc, quand on est dans des logiques de dashboard et quand on fait de la data analyse, hein, on est toujours dans une logique de communication extérieure. Voilà. Enfin, c'est très, très rare les cas où on fait un dashboard pour soi et soi-même, soit seul, finalement. Et donc, du coup, Google Sheets, il est beaucoup plus pratique pour ça. L'autre avantage, et qui fait que pour moi, ça peut être plus technique d'utiliser Google Sheets, c'est que comme il est créé dans le cloud, Google, ils ont développé des fonctions qui sont propres à Google Sheets, qui n'existent pas dans Excel, et qui permettent notamment d'importer automatiquement des données dans un Google Sheets. Il y a même une fonction pour vous faire écho à ce que je disais sur SQL qui s'appelle Query dans Google Sheets et qui permet de reproduire la logique des requêtes SQL dans Google Sheets et donc de manipuler les données. Pour ceux qui font un peu de SQL, vous savez de quoi je parle. C'est beaucoup plus puissant que de copier-coller un tableau dans un Google Sheets. Et il y a aussi des fonctions qui permettent d'automatiser du cleaning de données, qui est une problématique hyper centrale, hein, dans la data. Pour reprendre souvent l'analogie qui est faite avec le pétrole, la data que vous avez dans vos outils de base, hein, c'est un peu le pétrole brut non raffiné. Et en fait, un des gros savoir-faire d'une équipe data, c'est aussi de cleaner les données et de les rendre intelligibles pour faire des analyses. Et ben ça, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de faire des choses assez avancées sur Google Sheets que ça ne l'est sur Excel. Voilà pourquoi, pour moi, c'est un peu plus pertinent. Mais le débat reste ouvert, du coup. Le débat reste toujours ouvert. Je pense que les fans d'Excel sont en train de ruminer ici. Je n'ai rien contre Excel, hein. Je utilisais tout le temps Excel avant, mais maintenant que je maîtrise un peu mieux Google Sheets, je n'en reviendrai pas, pour ma part. Merci. Est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce qu'on s'arrête là? En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation. Vous aurez accès du coup au replay. Vous n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez des questions. Vous pouvez contacter Adrien et Thomas si vous en avez également. Je vous recommande fortement du coup la formation Emile que je n'ai pas encore eu le temps de suivre, mais que je compte bien suivre dès que j'en aurai l'occasion. Et puis n'hésitez pas, on reste encore 1 ou 2 minutes si vous avez d'autres questions. Moi, j'ai peut-être un petit truc, Alessandra a ajouté. Je pense qu'aussi de faire de la data, au-delà de l'aspect technique et outils, c'est aussi beaucoup des soft skills d'analyse. Moi, ce que je remarque beaucoup aussi, que quand on forme les gens, et
la plus-value de notre formation, mais même de se mettre les mains là-dedans, c'est d'avoir une approche un peu scientifique des problèmes qu'on va rencontrer dans une entreprise, voilà, qui est à la base de la data. Et donc l'approche scientifique, elle est relativement simple, hein, c'est dans les grandes lignes en tout cas, c'est de systématiquement poser des hypothèses par rapport à des événements qui se passent, donc des événements que j'observe dans mon entreprise. Donc, mon taux d'inscription chute, donc on va poser un certain nombre d'hypothèses, donc c'est certainement des choses que vous faites déjà inconsciemment, mais en fait de le systématiser et ensuite de tout de suite raisonner avec une logique d'indicateur, c'est-à-dire ok, ben, pour valider ou non cette hypothèse, quel indicateur ou quels indicateurs me permettraient de savoir si l'hypothèse est vérifiée ou non. C'est aussi ça, beaucoup faire de la data analyse finalement, et c'est ça qui est important quand on mène des projets data, c'est d'avoir cette approche qui se veut le plus scientifique possible, évidemment. On n'est pas des chercheurs en laboratoire, mais voilà, d'appliquer au maximum ce raisonnement-là, c'est ça qui est aussi très important. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là sur ces belles paroles alors. Merci Alessandra, Merci à tout merci le Thomas. monde. Merci Alessandra, Merci merci à Adrien et tous. Thomas pour cette participation. À bientôt. Au revoir. Salut, bonne journée à tous.